Merci aux organisateurs et à Pierre-Louis pour l'invitation. C'est un plaisir de faire un exposé ici. Donc, le travail dont je vais parler aujourd'hui, c'est un travail en commun avec Peter Fritz et Paolo Pigatto de Berlin. Et donc voilà, il s'agit de présenter en fait une formule asymptotique pour les modèles à volatilité stochastique rugueuse, qui sont des modèles qui ont récemment été très... on s'est rendu compte récemment que ça avait un certain nombre de propriétés qui correspondaient à ce qu'on observe sur les marchés. Donc c'est ce que je vais expliquer dans la première partie de mon exposé. Donc d'abord, pourquoi on utilise ces modèles, enfin, quelle est la motivation d'où nous vient l'idée d'utiliser ces modèles. Et donc voilà. Donc ensuite, dans une deuxième partie, donc la principale partie de l'exposé, je vais présenter les formules asymptotiques que j'ai obtenues, enfin qu'on a obtenues. Et s'il me reste un tout petit peu de temps, à la fin de l'exposé, je parlerai de juste un petit résultat sur quand est-ce que le modèle en question est une martingale et éventuellement la queue de distribution. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le sujet principal de l'exposé, ce sera de parler de la formule asymptotique et de montrer des résultats numériques qui s'en rapprochent. Donc d'abord, pourquoi ces modèles à volatilité rugueuse? Donc une façon de voir pourquoi ces modèles sont intéressants, c'est comment ça consiste à partir de ce qui s'appelle la surface de volatilité. Donc, alors, qu'est-ce que c'est la surface de volatilité? Donc, pour partir de la base. Donc, à la base, le modèle le plus simple pour les prix d'actifs, donc le modèle de Black-Scholes, qui est écrit ici, donc consiste tout simplement à dire que l'actif suit un brownien géométrique et donc la volatilité, ici sigma, est une fonction constante du temps. Voilà. Et donc ce modèle-là a l'avantage d'être extrêmement explicite, et en particulier donc, pour les options les plus courantes sur le marché, qui sont les options de call, donc avec un payoff qui est donné par ici, donc qui a deux paramètres, grand T, qui est la date de maturité à laquelle l'option expire, et ce qui s'appelle le strike grand K, la valeur à partir duquel l'option a une valeur non nulle. Voilà, donc étant donné ces deux paramètres grand T et grand K, et donc aussi la volatilité sigma, la formule de Black-Scholes donne une valeur explicite pour ces prix d'options. Donc à partir de là, il y a ce qui s'appelle la volatilité implicite, qui en fait est juste une autre façon de paramétrer l'ensemble des prix de call observés sur le marché, qui consiste juste à dire, et donc étant donné les prix que j'observe sur le marché, en fait il se trouve qu'il existe une unique valeur de sigma pour laquelle on retombe sur la même valeur qu'on aurait si la valeur était donnée par le prix du modèle de Black-Scholes. Et donc ensuite, comme on fait varier les différents strikes K et les dates de maturité grand T, et les valeurs qu'on obtient pour ces volatilités implicites, c'est ce qui s'appelle la surface de volatilité ou surface de volatilité implicite. Donc si on fait ça, donc ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, c'est pris sur l'indice SPX à une date quelconque, mais c'est en fait la forme qu'on observe comme ça, c'est quelque chose qui est assez stable au cours du temps. Bon, donc déjà, évidemment, la première chose qu'on observe, c'est que cette surface, elle n'est pas plate. Donc si les prix du marché étaient cohérents avec le modèle de Black-Scholes, la surface serait juste plate puisque la volatilité serait juste constante, mais on observe que ce n'est pas le cas, et donc que le modèle de Black-Scholes ne reproduit pas bien les prix observés sur le marché. Donc après, le but, c'est bien sûr d'essayer d'obtenir un modèle qui au moins a la particularité de reproduire cette chose-là. Donc si on regarde par exemple, si je fixe la date, donc je regarde en gros une tranche comme ça de cette surface, ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui ressemble à ça, donc qui s'appelle un smile, enfin ce qu'on appelle un smile, bon, c'est juste pour dire que c'est pas plat, donc ça a une sorte de forme un peu en U. Et aussi une caractéristique qu'on observe sur de nombreux indices, c'est en gros il y a une pente. Et si on regarde autour de 0, donc 0 c'est... donc juste pour dire rapidement, la paramétrisation ici, c'est petit k, c'est le log de grand K sur S0. Donc quand ça c'est égal à 0, c'est quand l'option est ce qu'on dit at the money, c'est-à-dire que le strike coïncide avec le prix actuel de l'option, de l'actif. Okay. Et donc on observe en général une pente autour de 0, une pente négative, ce qui en fait, on va voir, ça
dans la modélisation consiste à dire qu'il y a une corrélation négative entre les variations de l'actif et les variations de la volatilité. Donc en tout cas, on observe quelque chose qui ressemble à ça. Et donc à partir de là, le but, c'est, au moins une caractéristique, disons, minimale qu'on voudrait pour un bon modèle, c'est qu'il arrive à reproduire cette surface. Okay, donc on prend la surface comme donnée et on veut un modèle qui arrive à la reproduire. Donc déjà, évidemment, on prend un modèle à volatilité non constante, donc stochastique. Okay, donc la volatilité ici, maintenant, va être sigmatée, quelque chose d'aléatoire. Et voilà, donc il y a de nombreux modèles qui ont été proposés, bien sûr. Une façon de faire, c'est de dire que la volatilité elle-même est la solution d'une équation différentielle stochastique. Donc c'est ce qui s'appelle les modèles à volatilité stochastique, disons classiques. Donc un avantage, donc par exemple ici j'ai mis le modèle d'Eston, qui a une particularité qui est des bonnes propriétés analytiques qui font qu'on peut calculer vraiment très rapidement un certain nombre de choses. Mais par contre, donc le désavantage de ces modèles, donc des modèles classiques, c'est qu'ils ne sont pas capables de reproduire toute la surface de volatilité implicite, en particulier pour les dates d'expiration très courtes. Okay, donc si je regarde ce qu'on appelle le skew, qui est en fait juste cette pente ici prise en zéro, en fait, donc, dans les modèles de volatilité classique, où la volatilité est la solution elle-même d'une EDS, en gros, cette chose-là tend à peu près vers une constante pour les dates d'expiration qui tendent vers zéro. Okay, mais en fait, si on regarde ce qui se passe, ce qu'on observe sur les données en pratique, ce n'est pas du tout ça. Okay, donc là, on voit clairement que donc là, c'est chaque point représente donc une date d'expiration pris avec ce skew, donc cette pente. Et bon, on voit que ce qu'on observe, ça ressemble vraiment très très fortement à une fonction puissance avec un exposant négatif. D'accord, donc à peu près ici, c'est l'ordre moins 0,4. Et donc ça, les modèles classiques ne reproduisent pas du tout cette caractéristique de la surface de volatilité. Okay, donc à partir de là, voilà. Donc comme je l'ai dit, donc ces modèles-là ne marchent pas. Donc il y a une façon de retrouver ça qui a été utilisée donc historiquement d'abord. En fait, c'est de si on met des sauts dans le prix de l'actif, alors on peut obtenir ce genre on peut retrouver ce genre de comportement. Mais une autre façon de faire, bon, ça a quelques désavantages d'introduire des sauts. En particulier, c'est pas forcément ça ne correspond pas forcément à ce qu'on observe en réalité, disons. Voilà, mais donc en fait, quelque chose qui a été observé en fait déjà il y a plus de 10 ans, finalement, c'est que la volatilité n'a pas vraiment de raison d'être elle-même une semi-martingale. Bon, pour des raisons d'arbitrage, le prix de l'actif lui-même doit plus ou moins être une semi-martingale, mais la volatilité elle-même n'a aucune raison de l'être, et en particulier, on peut très bien imaginer que la volatilité serait une fonction de ce qu'on appelle un mouvement brownien fractionnaire, donc, qui est une sorte d'extension du mouvement brownien. C'est encore un processus gaussien, mais ce n'est plus une semi-martingale, c'est plus markovien non plus. Voilà, et en fait, donc, ça a été observé donc, déjà il y a un certain temps que si on prend un modèle comme ça, alors là, le skew, donc cette pente, se comporte exactement comme une fonction puissance avec la puissance qui est égale à h moins 1,5. D'accord ? Donc si on avait regardé ce qu'on avait sur les données, on avait h égale à... on avait moins 0,4, donc ça voudrait dire qu'il faudrait prendre h de l'ordre de 0,1. Donc pour rappel, le mouvement brownien, ça correspond au cas où h est égal à 1,5, et donc h égale 0,1, donc c'est beaucoup plus faible, enfin c'est plus proche de 0 que 1,5, et le mouvement brownien fractionnaire a à peu près, sa régularité Holder, c'est à peu près h. Donc ça veut dire que quand on est à h égale 1,5, donc c'est la régularité du mouvement brownien, et plus h est petit, plus les trajectoires de cette chose-là sont irrégulières. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça rough volatility, parce que quand on prend h petit, c'est quelque chose qui a des trajectoires vraiment très irrégulières. Okay. Voilà, et donc ce modèle-là a la particularité qu'il peut reproduire cette caractéristique qui est ce comportement en puissance négative de la pente de la surface de volatilité implicite. Okay. Alors, donc, juste en fait, bon, donc, cette observation-là avait été faite donc, en 2007, donc il y a déjà plus de 10 ans, mais ces modèles ont commencé vraiment à être étudiés de façon très soutenue un peu plus récemment, c'est plutôt après
l'apparition de cet article, de ce préprint à l'époque de Gazeral, Gesson et Rosenbaum, donc ils ont appelé Volatility is rough. Donc en fait là, c'était pas la même, ça partait pas du même point de départ, donc c'était pas voilà. Donc là, moi, la motivation que j'ai donnée, c'est en regardant les prix du marché. Donc, si vous voulez, quelle est la façon dont le marché anticipe la volatilité future. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt, donc évidemment, le prix de l'actif, c'est aussi quelque chose dont on connaît les variations historiques. Donc, on peut aussi essayer de regarder les séries temporelles passées pour essayer d'estimer à quoi ressemble la volatilité à partir de ces séries temporelles. Et donc, en faisant une analyse comme ça, ils ont trouvé que, effectivement, de la même façon, on obtenait aussi quelque chose qui avait l'air de sembler dire que la volatilité serait donc à trajectoire de régularité d'ordre 0,1. Okay, donc ils sont tombés sur le même. Donc avec, bon, évidemment, voilà, les prix futurs et les prix passés, quelque part, on peut imaginer, on peut espérer que ce ne soit pas quelque chose d'indépendant. Donc c'est pas complètement surprenant que les deux choses donnent la même. C'est pas exactement au même niveau, puisque là tu es en train de parler d'actifs dont on sait depuis très longtemps qu'ils sont beaucoup plus irréguliers que les mouvements browniens. Et avant, tu parlais de la volatilité implicite, qui n'est pas construite exactement de la même manière, qui dépend des prix de marché. Voilà, oui, tout à fait. Donc c'est pas exactement la même chose, effectivement. C'est intéressant qu'on retombe sur le voilà. Bon, de régularité. Mais en fait, il y a très longtemps, à Dauphine, des gens qui, à l'époque du traitement d'image, avaient regardé par analyse d'ondelettes les cours et s'étaient rendu compte qu'on était en coefficient d'Holder bien en dessous de mouvement brownien. Donc c'est cohérent. D'accord. Ok, oui. Donc je connais pas ces. Ah d'accord. Ok. Donc je connaissais pas ces travaux. Oui, donc. Je suis pas sûr que ça ait été publié. Ah d'accord. Ok. Bon, donc en tout cas, ça a été observé par ces gens-là. Voilà, et donc depuis, il y a eu d'autres analyses statistiques qui ont confirmé les choses. Donc là, cet article-là s'appelait Volatility is rough. Il se trouve que, bon, il y a quelques mois, il y a des chercheurs qui ont sorti... C'est la volatilité historique. Voilà, c'est la volatilité historique, donc pas implicite, mais historique, donc on observe la même chose. Voilà, donc très récemment même, il y a encore des gens qui ont fait des analyses. Donc le premier article s'appelait Volatility is rough. Ceux-là, un peu par provocation, l'ont appelé Is volatility rough ? Point d'interrogation. Bon, la réponse était aussi oui. Donc, voilà. Enfin, bon, bref, il y a des analyses statistiques très poussées qui semblent à montrer que sur les données de réalisation historique, la volatilité se comporte comme quelque chose de trajectoire rugueuse d'ordre 0,1, voire encore plus irrégulière. Et donc le deuxième article important, c'est donc celui-là. Donc, pour revenir à la motivation d'obtenir quelque chose qui coïncide qui est cohérent, qui est capable de reproduire la surface de volatilité. Donc Bayer, Fritz et Gazerol ont proposé un modèle qu'ils ont appelé Roff-Bergomi, et où donc vraiment c'est juste la volatilité est donnée comme fonction d'un mouvement brownien fractionnaire. Okay, donc, il y a une fonction qui dépend du temps, qu'en fait on peut observer sur le marché, qu'on peut obtenir à partir de données du marché, mais principalement on a une fonction ici, la fonction c'est une exponentielle d'un mouvement brownien fractionnaire, donc, qui est écrit ici comme intégrale, comme une sorte de convolution avec ce noyau singulier là, en h puissance moins 1,5, c'est la convolution d'un mouvement brownien. Okay, donc là, quand on voit ça, quand h égale 1,5, on a 1 ici, donc on retombe bien sur le mouvement brownien classique, mais quand h est plus petit que 1,5, on a une intégrale plus singulière. Donc la régularité est plus faible. Okay, et donc, voilà, et donc ce qu'ils ont observé donc, sur ce modèle finalement assez simple, et surtout donc, un des gros avantages par rapport au modèle de Saut, c'est qu'il y a vraiment, les modèles ici ont vraiment très peu de paramètres. Donc ici, il y a juste 3 paramètres, puisque en fait, donc, ils sont juste, donc, bien sûr, H, la régularité, ρ, la corrélation entre le brownien du stock et le brownien de la volatilité, et eta. Okay, donc 3 paramètres, donc ça veut dire que potentiellement, si on doit juste calibrer 3 paramètres, on peut espérer faire ça de façon pas trop, de façon assez simple, enfin, plus ou moins, mais oui. C'est intégrable, Estelle ? Ça dépend de la volatilité de la corrélation Rothildon ? Oui, alors ça c'est les 5 dernières minutes de mon exposé. Pour moi, c'est pas intégrable si Rothildon est positif. C'est toujours intégrable en fait. Enfin, c'est pas vraiment que c'est la question. Est-ce que c'est pas uniformément intégrable effectivement dès que Rothilda est strictement positif. C'est effectivement les mêmes. Voilà, donc c'est un modèle à volatilité stochastique log normale. Donc si j'ai le temps dans les 5 dernières minutes de l'exposé, je reviendrai sur le fait que du coup il y a quelques petits soucis qui peuvent se poser. Par exemple,
Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Donc ce sera la fin de l'exposé, si j'ai le temps d'en parler. Voilà, mais donc en tout cas, ce modèle-là, dans leur article, ils montrent que ça est capable de reproduire bien la surface de volatilité, en particulier pour toutes les dates de temps, de très courtes à très longues. Donc avec juste 3 paramètres, ils arrivent à obtenir quelque chose qui reproduit bien ce qu'on observe sur les marchés. Voilà, donc c'est en gros ce genre de modèle auquel je vais m'intéresser dans la suite de l'exposé. C'est en fait ce modèle-là en particulier dans lequel je vais enfin, pas uniquement, mais je vais prendre ce modèle-là. Oui. Je t'interromps tout le temps, mais si je pose le problème de l'intégrabilité, c'est quand même pour définir un call, on a quand même besoin d'intégrabilité. Non, mais c'est toujours intégrable. Le ST est toujours à espérance finie, mais dès qu'on veut plus, donc par exemple, ça peut être une martingale stricte, locale stricte. Donc c'est pas forcément une martingale, c'est ça la question. C'est pas une martingale stricte, c'est ça. C'est ça. Tu peux perdre de la masse à l'infini, donc ça reste. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, exactement. Donc on peut définir un E de ST moins. On peut toujours définir E de ST, mais voilà, il y a potentiellement des problèmes. Voilà. Voilà, donc ces deux articles-là ont été très importants, et en fait, j'oublie toujours. Et donc en fait, il y a vraiment une forte activité de recherche sur ces modèles dans les dernières années. Toute une partie de la communauté de mathématiques financières qui s'est intéressée à ça. Donc il y a un site très bien fait qui liste toute la littérature. Donc voilà, donc si ça vous intéresse. Alors voilà, après d'un point de vue pratique, donc un des avantages du mouvement brownien fractionnaire, c'est que c'est pas markovien, donc en particulier tout ce qui est EDP, disons au moins dans une première approximation. Enfin, on ne peut pas du tout appliquer les méthodes d'EDP, mais on peut quand même, au moins en théorie, on peut faire du Monte Carlo. Il y a des façons de faire du Monte Carlo, donc bon, il faut faire un peu attention parce qu'il faut donc trouver une façon de simuler le brownien et le brownien fractionnaire associé. Donc il faut faire un peu attention à cause de la singularité du noyau en H-1,5, mais bon, c'est quand même pas très difficile. Il y a des façons de faire, mais par contre, le problème, c'est que c'est d'un point de vue temps de calcul, c'est très lent, parce que en gros, donc il y a plusieurs raisons. Enfin, bon, déjà le fait que comme le modèle soit pas markovien, ça veut dire qu'à chaque pas de temps de la simulation, on va devoir réutiliser tout l'historique du brownien. Et voilà. Et en plus, le fait que h soit petit, typiquement le taux de convergence de ces choses-là est en pas de temps puissance h, quand h est proche de 0, c'est vraiment pas très petit. Donc voilà. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui font que les simulations Monte Carlo sont possibles. En théorie, on peut vraiment faire ça. Si on a tout le temps devant nous, on peut très bien obtenir des surfaces de volatilité pour calibrer, par exemple, les paramètres de notre modèle. Mais c'est potentiellement compliqué. Donc une autre façon, un autre outil, qui est donc ce dont je vais parler dans cet exposé, c'est de regarder des formules asymptotiques. Donc bon, évidemment, là, pour le coup, le désavantage, c'est que les formules asymptotiques sont, par définition, des asymptotiques, donc valides uniquement dans un certain régime de paramètres. Donc, bon, il y a plusieurs régimes, mais en gros, ici, ça va être temps court, donc des dates, des options pour des prix pour des options à expiration très courte. Et également, la log moniness, donc le prix du strike, va devoir être proche du prix actuel. Voilà, donc il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été faits là-dessus, donc le nôtre est encore une contribution là-dessus. Alors quel est l'intérêt de ces formules? Bon, donc ça donne uniquement des informations dans une certaine zone de validité asymptotique. Bon, déjà, on peut avoir de la chance. Il se trouve que quand même, dans un certain nombre de cas, les choses qui sont en théorie valides que pour des valeurs très petites de certains paramètres donnent quand même des valeurs raisonnables pour des paramètres d'ordre 1. Bon, c'est pas forcément le cas ici, mais bon, ça pourrait l'être. Une autre chose, c'est que en fait, bon, ça permet au moins de donner quelque chose une valeur initiale d'où partir pour la calibration, parce que par exemple, si vous voulez vous observer, par exemple, si vous voulez vous observer sur votre marché, vous regardez un smile pour temps court et vous avez un certain nombre de valeurs, donc par exemple, je ne sais pas, la pente ici, la courbure, vous regardez 2-3 choses comme ça. Comme les modèles ont vraiment très peu de paramètres, vous pouvez, à partir des asymptotiques, exactement obtenir les valeurs des paramètres qui correspondraient à ces asymptotiques-là sur, par exemple, un smile à temps court. Pardon. Et voilà, donc ça donne quelque chose qui est au moins un bon point de départ, d'où partir pour la calibration. Alors après, voilà, l'autre chose, c'est qu'on peut se dire qu'avoir des formules peut donner une intuition sur comment les paramètres vont influer sur les prix du marché, etc. Bon, après, le fait est que les formules deviennent assez rapidement très compliquées, même si elles sont explicites, donc c'est pas forcément si clair que ça. Voilà, et donc ce dont je vais parler dans cet exposé, c'est une
formule asymptotique dans un régime précis, asymptotique précis. Voilà, donc, alors juste avant de faire ça, donc je vais juste faire un très très léger rappel de probabilité d'analyse stochastique générale qui est, donc voilà, donc en général, si on regarde une EDS à bruit petit, donc ça veut dire qu'au lieu de regarder une EDS avec un mouvement brownien B, on remplace B par epsilon B. Donc ici, ça veut dire on rajoute un epsilon ici, et donc on veut obtenir des asymptotiques quand epsilon tend vers 0. Donc en fait, il y a, les méthodes et les résultats vont dépendre de l'échelle à laquelle on se place. Donc par exemple, si on fait tendre epsilon vers 0, mais on se place aussi à l'échelle epsilon. C'est-à-dire qu'on veut la probabilité que cette chose-là soit plus grande que epsilon x. Bon, si on regarde celle d'ordre epsilon, ça va juste pouvoir être atteint par finalement un brownien d'ordre, enfin les variations, enfin disons les valeurs standards, enfin classiques, enfin à probabilité non négligeable du brownien. Okay, donc ici, si vous voulez, par exemple, cette probabilité-là, en première approximation, c'est juste ce qui se passe quand x reste constant égal à 0 et enfin, sigma reste constant. Et du coup, dans ce cas-là, j'ai juste une valeur d'une gaussienne. Voilà, et donc là, c'est juste donné par les valeurs prises par une gaussienne. Okay. Maintenant, si je fais tendre epsilon vers 0, mais par contre, je regarde quelque chose qui doit toujours se passer à une échelle d'ordre 1, donc bah, la gaussienne va jamais... Enfin, va de façon avec une probabilité très faible toucher. Et donc, ça, dans ce cas-là, pour obtenir les asymptotiques ici, c'est un autre régime qui s'appelle la grande déviation. Et donc, ici, c'est le résultat de Freidin-Wenzel qui nous dit qu'on a donc quelque chose d'ordre exponentiel moins une constante qui dépend de x sur epsilon carré. Et donc ici, on a la fonction de taux de Freidin-Wenzel qui dépend un peu plus finement. Enfin, ici, on a juste sigma de 0. Les grandes déviations, ça dépend plus finement de qu'est-ce que c'est sigma, parce que là, il faut résoudre un problème de contrôle pour obtenir cette fonctionnelle de taux ici. Et voilà, donc ça, c'est, disons, les deux extrêmes, si vous voulez. Et entre les deux, il y a ce qui s'appelle les déviations modérées. Donc c'est si on regarde une échelle exactement entre une puissance de epsilon entre 0 et 1. Okay. Et en fait, il se trouve que on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Et cette formule-là, vous pouvez l'obtenir à la fois en prenant formellement la valeur ici et ici. Okay. Donc, si vous voulez, par exemple, en partant de la grande déviation, c'est genre, ce que j'obtiens, c'est j'ai plus besoin de toute la fonction grand I, mais juste en développant une Taylor à l'ordre 2, et j'obtiens cette chose-là. Okay. Et voilà. Et donc pourquoi est-ce que nous ça nous intéresse? Parce qu'évidemment, on ne fait pas tendre vraiment epsilon vers 0, mais si on regarde des asymptotiques en temps court, donc au lieu de fixer le temps et de multiplier le bruit par epsilon, on regarde en temps court, c'est immédiatement la même chose, c'est juste que le temps, voilà, maintenant le temps donne quelque chose, un epsilon carré pour le bruit. Voilà, donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Donc parce qu'en fait, on a évidemment on a la même chose pour les modèles qui nous intéressent. Donc alors, de quoi je vais parler? Donc je rappelle rapidement. Donc j'ai un modèle à volatilité stochastique rugueuse. Donc ça veut dire que j'ai un brownien fractionnaire, W chapeau, ma volatilité qui est une fonction de ce brownien fractionnaire, et le brownien fractionnaire a une certaine corrélation avec le prix du stock grand S. Okay. Et ce que je regarde, c'est les prix de call, donc l'espérance de ST moins S0 E puissance K partie positive. Okay. Et donc je veux des asymptotiques pour ça quand petit t tend vers 0. Et donc de la même façon qu'on avait plusieurs régimes dans le cas des EDS, on va aussi avoir plusieurs régimes ici. Alors la différence, donc le régime central limite reste le même, enfin en modulo t égale epsilon carré, mais reste le même. Donc c'est-à-dire que si mon prix de call est d'ordre t puissance 1,5, ça veut dire que en gros cette chose-là peut être positive pour des variations gaussiennes. Et donc c'est vraiment une histoire gaussienne. Et donc dans ce cas-là, voilà, donc c'est le régime central limite théorème. Et par contre, le régime de grande déviation, cette fois, il est plus, étant donné les différentes échelles, que le brownien fractionnaire n'a pas la même échelle de temps que le brownien classique. Les grandes déviations, on les voit plus uniquement, on les voit plus à l'échelle k égale à 1, mais k égale encore une certaine puissance de t, donc qui dépend de h cette fois. C'est en t puissance 1,5 moins h. Donc voilà. Et donc tout ce qui est, et encore une fois, on a aussi les déviations modérées pour tout ce qui est entre les deux. Donc juste si je fais un dessin, donc si j'ai t ici la date d'expiration, k ici, en gros j'ai t puissance 1,5 ici, j'ai une autre
fonction puissance t puissance 1,5 moins h, comme ceci. Voilà. Et donc, voilà, donc nous, ce qu'on va regarder dans mon exposé, je vais parler de l'échelle grande déviation. Donc ça veut dire, en gros, on s'intéresse à ce qui se passe ici, où le paramètre k tend vers 0, mais tend vers 0 pas trop vite par rapport à t. Okay, voilà, donc ça, c'est un autre régime, et on a donc ce régime-là. Okay, et en fait, on a aussi le régime entre les deux. Enfin voilà, je ne vais pas en parler, mais on peut aussi avoir les informations qu'on a sur ce qui se passe ici, donne aussi, on peut en déduire des informations sur ce qui se passe ici. Okay, donc juste une petite remarque, c'est que donc voilà, donc on regarde des options dont le strike doit se rapprocher du prix actuel de l'actif. D'un point de vue donné, ce qu'on observe sur les marchés, c'est pas du tout absurde, puisque si on regarde les options qui sont vraiment traitées sur le marché, on observe, bon, je ne veux pas dire qu'on observe cette pente-là, mais on observe que plus on a des maturités courtes, plus les options liquides sur le marché ont des strikes qui se rapprochent. Voilà, donc ce n'est pas absurde de regarder, d'avoir ce genre de restrictions sur les asymptotiques qu'on regarde. Et je vais juste mentionner rapidement que pour ce qui est de l'autre asymptotique, donc où on est plus pour des strikes qui sont plus proches d'être at the money, il y a donc on peut aussi faire un peu le même genre de travail, et ça a été fait dans un article par les gens qui sont mentionnés ici. Okay. Donc les méthodes sont très différentes, mais on peut aussi obtenir des résultats qui sont au final voilà, du même genre. Mais les méthodes sont différentes, parce que pour le coup, c'est quelque chose de vraiment gaussien, donc voilà. Ce n'est pas des grandes déviations. Donc, voilà, donc le but de mon exposé, c'est de présenter une formule asymptotique sur cette fonction-là, petit c de t et k, quand t tend vers 0 et k est de cet ordre-là. Donc le premier résultat qui avait été obtenu sur ces choses-là, c'est dans un article de Ford and Young il y a 3 ans. Donc c'est le résultat de grande déviation, donc sous la forme d'un théorème de grande déviation, sous la forme d'un principe de grande déviation, qui nous dit que voilà, donc d'abord principe de grande déviation sur le prix de l'actif. Donc on va prendre c'est plus simple de travailler avec le log, donc on prend grand X le log de S, et la probabilité que grand X soit plus grand que K. Donc quand K est pris d'une certaine façon là pour être de l'ordre T puissance 1,5 moins H, c'est donné par comme un résultat de grande déviation classique, exponentielle de moins une certaine fonctionnelle de taux divisée par une puissance qui ici est un t puissance 2h. Okay. Et voilà, donc ça c'est pour le prix de l'actif. Si on veut avoir un résultat sur le prix du call, donc qui est donné maintenant par une espérance où on a un ST, pas juste une probabilité. Bon, en gros, il faut avoir une hypothèse minimale qui nous garantit que que les queues de distribution de S ne sont pas trop lourdes, mais sous une hypothèse minimale. Donc par exemple, si sigma a croissance linéaire, donc ce qui n'est pas le cas de l'exponentielle, bien sûr, mais bon, voilà. Dans ce cas-là, la même asymptotique est la même asymptotique en forme large déviation reste valide pour les prix de call. Et on peut aussi faire la même chose au lieu de regarder les queues de distribution positives, si vous voulez regarder les queues de distribution négatives, c'est-à-dire que la probabilité que x soit plus petit que moins k. Et on a aussi du coup les mêmes formules pour des options put et pas call. Bon, ce qui est en fait l'avantage d'être, cette fois c'est quelque chose, c'est au lieu d'avoir s moins k+, on a k moins s+, les queues de distribution de s n'ont pas trop d'importance. Okay. Voilà, donc ça c'est le résultat de grande déviation, et donc notre résultat, le résultat de notre article dont je vais parler, c'est quelque chose qui raffine cette estimée de grande déviation, puisque donc, si vous voulez, ici on a un moins lambda de x sur t puissance 2h, mais le reste, c'est quoi? Donc on a quand même quelque chose de l'ordre exponentiel de petit o de 1 sur t puissance 2h, donc ça n'a pas forcément de raison d'être petit. Okay, on va avoir quelque chose de très petit en premier ordre, multiplié potentiellement par quelque chose de grand, donc ça peut être intéressant d'avoir une information un peu plus fine. Et donc notre résultat, c'est d'obtenir un vrai équivalent quand t tend vers 0, donc une formule, voilà, donc un vrai équivalent, donc pas juste un équivalent logarithmique pour ce prix de call. Donc voilà, donc ça a la forme suivante. Donc évidemment, on a d'abord le même terme de grande déviation. Ensuite, on a une certaine puissance de t, donc ici 1,5 plus 2h. Et ensuite, on a une fonction de x. Donc x, c'est le niveau du strike auquel on se place. Okay, c'est le strike fois la puissance de t qu'il faut. Donc on a une certaine puissance de x. Okay. Et donc on a
une fonction donc de lambda. Donc lambda, c'est la fonction de la fonctionnelle de taux de grande déviation. Et il y a une nouvelle fonction qui apparaît, grand A de x. Donc bon, c'est pas extrêmement explicite. J'expliquerai plus tard dans la preuve rapidement. Donc donc qu'est-ce que c'est que cette fonction grand A? Bon, on sait dire que quand x tend vers 0, elle tend vers 1. Voilà, et on l'écrit en fonction du minimiseur qui apparaît dans la fonction de taux lambda. Donc je donnerai j'expliquerai un peu ça un peu plus tard. Donc très rapidement, donc je reviendrai dessus dans 5 minutes, mais la preuve consiste à appliquer ce qui s'appelle la méthode de Laplace sur l'espace de Wiener, donc qui est une très jolie technique, très jolie méthode due à Hasenkot dans les années 80, qui a été aussi développée par Ben Arous. Et donc on combine cette idée-là, cette méthode-là, avec des estimés de type Roughpass. Donc j'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Mais donc, en tout cas, ça donne une formule un peu plus précise que ce qui était connu avant. Et voilà. Donc, d'un point de vue pratique, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette formule-là en pratique? Donc, bon, comme j'ai dit, on a donc dans l'asymptotique, on a donc la fonction lambda et la fonction a. Alors, ni l'une ni l'autre ne sont explicites. La fonction lambda, donc c'est une fonction de taux de grande déviation, donc un peu comme d'habitude, c'est donné comme fonction valeur d'un problème de contrôle. Il se trouve que, bon, dans le cas EDS classique, c'est un problème de contrôle classique, donc contrôle d'équation différentielle ordinaire. Donc, bon, il y a des techniques, on peut faire la programmation dynamique ou des choses comme ça pour résoudre, des systèmes hamiltoniens pour résoudre ça de façon un peu explicite. Ici, c'est plus compliqué parce que le problème de contrôle, étant donné la nature fractionnaire du processus, c'est un problème de contrôle fractionnaire. Donc, pour le coup, qui est vraiment quelque chose infinidimensionnel. Donc, c'est pas forcément très évident de résoudre ça. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas autant développé que les méthodes pour résoudre le problème de contrôle ordinaire. Donc, du coup, voilà. Donc, la fonction de taux, lambda, c'est pas forcément évident de la calculer. Mais bon, quelque chose qu'on peut toujours faire, c'est dire, bon, voilà, on ne sait pas la calculer explicitement, mais on va faire une autre asymptotique qui va être de faire un développement de Taylor pour cette fonction-là en 0. OK. Et donc, en fait, ça, pour le coup, on peut obtenir des formules très explicites en regardant le problème de contrôle. On peut faire le développement asymptotique. Et donc, ce qu'on a fait en particulier, c'est on peut développer cette fonction de Taylor, le développement de Taylor de cette fonction lambda jusqu'à l'ordre 4. Voilà, donc c'est explicite, donc on s'est arrêté à l'ordre 4, mais on peut le faire jusqu'à l'ordre 4. Donc là, je n'ai pas mis la valeur de la constante parce que bon, c'est très moche, hein, ça prend beaucoup de place à écrire, mais c'est complètement explicite. La même fonction, la fonction grand A qui apparaît, on peut aussi, elle est non plus pas explicite, mais on peut aussi écrire son développement de Taylor. Voilà, donc là, on est allé jusqu'à l'ordre 2. De la même façon, la constante qui apparaît à l'ordre 2 est très moche, mais complètement explicite, mais ça c'est une grosse formule, donc voilà. Et donc, quel est l'intérêt de faire ça? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait l'ordre 4 et l'ordre 2 ici? C'est parce qu'en fait, si on fait ça, on peut obtenir des asymptotiques sur la volatilité implicite. D'accord? Donc, en fait, voilà, donc il y a des façons assez automatiques qui, étant donné des asymptotiques sur les prix de call, permettent d'obtenir des asymptotiques sur la volatilité implicite. Okay? Donc, bon, il y a des articles, des méthodes qui expliquent comment faire ça. Donc, si on applique ça dans notre cas, on a la chose suivante. Donc, on a d'abord quelque chose qui ne dépend pas de t. Okay? Donc, si vous voulez, ça c'est la chose classique. Ça c'est classique. En gros, voilà, la volatilité implicite, enfin la variance implicite, puisque c'est le carré, en gros, ressemble un peu à ça. X sur racine de lambda de x. Donc ça c'est voilà. En ignorant à l'ordre 0 en t, c'est la formule qu'on obtient. Okay? Bon, et donc, voilà. Et donc ça, après, encore une fois, racine de lambda n'est pas explicite, mais on peut également faire un développement de Taylor pour ça. Donc on peut obtenir un développement de Taylor ici à l'ordre 2, par exemple. Et donc, en fait, ce qui est nouveau? En fait, ce premier terme, on l'a déjà juste par le premier résultat de grande déviation standard. Okay? Mais nos asymptotiques précises permettent d'écrire donc ce degré suivant dans l'ordre asymptotique. Okay? Donc, on a un terme en t puissance 2h. Bon, donc encore une fois, le problème ici, c'est aussi que quand h est très petit, même t puissance 2h, c'est pas non plus très petit. Donc voilà, mais bon, ça reste quand même déjà au moins un peu mieux que 1. Enfin, voilà.
Donc on a un terme en t puissance 2h a de x qui s'écrit en fonction de grand A, lambda et lambda prime, comme ceci. Okay. Et voilà. Et donc il se trouve que, donc encore une fois, cette chose-là n'est pas du tout explicite, mais on peut au moins obtenir la valeur vers laquelle cette chose-là s'attend quand, quand x tend vers 0. Okay, donc proche de x, proche de 0, vers quoi cette chose-là s'attend. Et donc en fait, pour avoir cette constante-là, il faut avoir grand A à l'ordre 2 et lambda à l'ordre 4. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces calculs-là. Et donc encore une fois, tout est complètement explicite ici, même si les formules sont très moches. Ok. Bien, et donc voilà, et donc, voilà, donc juste pour repréciser ce qu'on a, donc le résultat théorique nous dit je fixe A, x dont x n'a pas le droit de tendre vers 0, je fixe x et je fais tendre t vers 0 et j'ai cette asymptotique. Mais ensuite, en pratique, pour vraiment avoir quelque chose qu'on peut calculer, on est quand même un peu obligé de prendre x petit lui-même, puisque la seule chose qu'on... Enfin, en tout cas, bon, il y a peut-être d'autres méthodes pour essayer d'approximer directement ces choses-là, mais si on veut l'approximer par fonction de Taylor, on est aussi dire que t doit être petit, mais x lui-même doit aussi être pas trop grand, puisqu'on approxime toutes ces choses-là par des fonctions de Taylor, par le développement de Taylor en 0. Alors on peut voir ce que ça donne sur des données en pratique. Donc ici, voilà, donc ça c'est un résultat de simulation. Donc les valeurs des paramètres ici sont assez proches de ce qu'on obtient quand on calibre sur le marché. Donc c'est des valeurs réalistes. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc la courbe noire, c'est la courbe obtenue par simulation Monte-Carlo. Okay, donc, mais Monte-Carlo, donc bon, c'est Paolo qui a fait ce travail, qui a fait ces simulations, mais bon, de ce que j'ai compris, pour avoir des simulations Monte-Carlo assez précises pour vraiment voir la différence avec, pour bien voir de façon significative la différence avec les asymptotiques, il faut vraiment faire tourner ça très longtemps. Donc avoir ces choses-là, ça prend de l'ordre de la dizaine d'heures. Okay, donc, alors comparé bien sûr aux asymptotiques qui sont instantanés. Et donc ici, ce qu'on observe, en gros, ce qui est important, c'est donc la courbe noire, c'est ici donc Monte-Carlo assez précis pour être considéré comme exact. Et notre formule asymptotique ici, celle-là prise en prenant ces développements de Taylor ici à l'ordre 2 et donc ici à l'ordre 0, c'est cette courbe bleue. Okay, donc bon, voilà. Disons c'est pas mal, ça s'approche à peu près. Aussi, ce qui est important de regarder, c'est que donc la courbe verte ici, ça correspond à ce qui se passe si on ignore ce terme-là. Okay, donc si on ignore le premier terme qui dépend du temps ici. Okay, si on prend juste ce développement de Taylor ici. Et donc on voit bien, en tout cas, que avoir cette information en plus, ce premier terme en t dans le développement permet d'avoir quelque chose qui est quand même assez nettement plus précis par rapport à ce qu'on aurait si on l'ignore. Okay, donc pour nous c'est important bien sûr, puisque comme j'ai dit, le résultat précédent, donc cette courbe verte, on n'a pas besoin de nos résultats pour pouvoir la calculer. Après on peut prendre, voilà, donc il a fait aussi d'autres calculs pour des valeurs un peu moins réalistes des paramètres, en particulier de eta ici. Mais bon là pour le coup on voit vraiment encore mieux, ça vend encore mieux notre résultat, puisque voilà, donc là si vous voulez, on voit ici l'erreur. Donc l'erreur faite en utilisant notre formule asymptotique ici est vraiment très proche. Bon là c'est pour des temps très courts, donc là on est vraiment très proche. Voilà, la courbe bleue et la courbe noire sont essentiellement confondues ici. Alors qu'on voit bien que si on ignorait le terme en t puissance 2h, on serait quand même un peu loin. Okay, voilà, et ça reste, bon, évidemment, bon, après quand le temps augmente, l'erreur augmente évidemment puisqu'on a des asymptotiques en temps court, mais... Voilà. Alors, donc, comme il me reste un peu de temps, je vais essayer de parler rapidement de la preuve, d'où sort cette formule, comment est-ce qu'on l'obtient. Voilà, très bien. Donc, je réintroduis un peu les notations. Donc, on a un mouvement brownien. En fait, on a deux mouvements browniens. On a W et W bar. À partir de ces deux mouvements browniens, on a un mouvement brownien fractionnaire, W chapeau, obtenu par une intégrale fractionnaire. Alors du coup là c'est un B, mais ça ne doit pas être un B, évidemment, donc ça doit être un W. Voilà, donc c'est W chapeau obtenu à partir d'une intégrale fractionnaire ici, et W tilde. Bon, enfin,
peu importe, mais en gros, donc, la volatilité, c'est sigma de W chapeau. W chapeau, c'est le Brownien fractionnaire. Et le log de S est donné par cette formule-là. Donc, c'est-à-dire que la volatilité, c'est sigma de W chapeau. Et le Brownien que suivent les dynamiques de grand X est corrélé à W chapeau, au sens où il est donné par il y a ce rho W ici qui est le même que le W qu'on a ici. Okay, donc ça, c'est juste, je rappelle le modèle. Et donc, le but, c'est qu'on veut obtenir les asymptotiques de xt ici quand t tend vers 0, quand t est très petit. Et bon, donc, en fait, bon, c'est juste une notation, mais on veut réécrire ça comme un problème qui correspond à multiplier le bruit W par une petite constante, donc modulo un certain changement de variable. Donc, bon, c'est pas exactement pareil que pour les 2S classiques, parce qu'ici, comme on a un Brownien fractionnaire, en fait, il y a deux échelles de temps. Donc, en gros, il y a deux paramètres epsilon, il y a t puissance 1,5 et t puissance h. Mais, disons, un facteur multiplicatif près, à peu près, le log strike au temps t correspond à une fonction. On peut l'écrire comme une fonction de epsilon bar fois w. Enfin, bon, voilà. Donc, on se ramène à un problème à petit bruit. Donc, voilà. Donc, on a notre Brownien bidimensionnel w, et l'objet qui nous intéresse, c'est une fonction de epsilon w. Okay, et ensuite, on veut calculer l'espérance de cette chose-là et obtenir une asymptotique quand epsilon tend vers 0. Donc, pour recontinuer les notations, donc, notation classique en grande déviation, donc on a l'espace de Cameron-Martin associé à ce Brownien. Et donc, un peu comme d'habitude en grande déviation, la fonction de taux qui apparaît quand on considère un problème de petit bruit, où on multiplie le bruit par epsilon et on fait tendre epsilon vers 0, c'est donc la fonctionnelle en gros de Freilich-Wenzel qui consiste à dire je remplace mon bruit par un élément dans l'espace Cameron-Martin, et si je veux ici regarder par exemple, je veux regarder la probabilité que je dépasse un certain niveau x, je regarde quel est l'élément dans l'espace de Cameron-Martin qui est capable d'atteindre ce niveau x, mais avec la plus petite énergie possible, donc la plus petite norme Cameron-Martin possible. Okay, voilà, donc ici, voilà, donc c'est exactement la même formulation que pour Freilich-Wenzel. Bien sûr, la différence étant que grand phi ici, donc ça consiste à, enfin voilà, il y a une intégrale fractionnaire dedans puisque le processus stochastique a une intégrale fractionnaire, donc on la retrouve aussi quand on regarde le problème de contrôle pour la fonction de taux. Okay, et voilà, donc pour continuer les notations, je vais appeler h petit x. On peut montrer que pour x assez petit, en fait, ce problème a un unique minimiseur, donc ça c'est assez facile. Un unique minimiseur, et donc je vais l'appeler hx. Okay, donc en fait, lambda de x, c'est juste 1,5 fois la norme de Cameron-Martin de hx au carré. Okay, et donc, l'idée ensuite pour obtenir le développement asymptotique, donc l'idée de la méthode de Laplace sur l'espace de Wiener, donc c'est un calcul que je trouve assez joli, donc bon, c'est dû à Hasenkot, ce que je vais présenter dans un contexte un peu différent, mais l'idée est la même. Donc l'idée c'est de faire un développement asymptotique en gros autour du point hx. Okay, parce que les grandes déviations nous disent que si je regarde cette espérance-là, l'espérance de phi de epsilon w moins... Enfin, voilà, bon, j'ai remplacé juste x par phi de hx, puisque c'est hx par définition atteint x par la fonctionnelle phi. Voilà, donc l'idée des grandes déviations, c'est que la masse qui est chargée par ce truc-là, enfin, la plus grande partie de cette espérance, en fait, va se concentrer quand epsilon w est proche de hx. Et donc l'idée pour obtenir des asymptotiques plus précises, c'est en quelque sorte de faire un développement autour du point hx. Donc la première étape, c'est de faire un changement de point de base. Donc voilà, donc si vous voulez, si on avait juste une intégrale avec la mesure de Lebesgue dans Rn, ce serait juste, je remplace dx, enfin j'ai mon dx, mais je remplace ix par x moins h, par exemple, ce qui ne change pas la mesure. Donc ici, bon, on est en dimension infinie et on a une mesure gaussienne, mais bon, évidemment, on peut aussi faire la même chose. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on obtient, c'est ce terme de changement de mesure ici, qui est juste le terme de Cameron-Martin. Bon, et déjà, la première chose qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, bon, c'est pas un hasard, hein, mais c'est plutôt bon signe parce que le terme déterministe qu'on a ici, en fait, c'est le terme de grande déviation. Okay,
Donc le terme, l'exponentielle qui apparaît ici dans la formule de Cavendish-Martin, c'est le terme de grande déviation. Donc ça veut dire que voilà, donc il va falloir maintenant obtenir une asymptotique sur cette chose-là. Okay, voilà, donc l'idée, assez naturelle, hein, c'est de se dire, bon, ici on a quelque chose qui dépend de epsilon, epsilon va être petit, donc on fait une sorte de développement de Taylor, et donc c'est exactement ce qu'on fait. On fait un développement de Taylor autour du point hx. Voilà, donc on le fait à l'ordre 2, en fait. On a besoin de le faire à l'ordre 2. Alors, bon, évidemment, il faut faire un peu attention ici. Hein, j'expliquerai, je reviendrai peut-être un peu dessus après, mais c'est ce développement de Taylor, on est en dimension infinie, et c'est pas la fonction phi n'est pas une fonction, est pas vraiment une fonction régulière de W au sens classique. D'un point de vue probabiliste, c'est vrai, mais si je regarde W dans un espace de Banach, par exemple, c'est pas vrai que phi est une fonction CD, donc bon, il faut faire un peu attention, je reviendrai dessus après, mais en tout cas, on peut formellement écrire le développement de Taylor asymptotique en prenant epsilon petit et en linéarisant toutes les quantités qui apparaissent. Donc le premier terme, c'est une fonction linéaire de W, donc c'est juste une gaussienne. Le deuxième terme, c'est un peu moins simple parce que c'est une fonction quadratique de gaussienne, etc. Voilà, donc dans ma formule asymptotique, j'avais deux termes qui apparaissaient qui étaient, j'ai ce terme-là et ce terme-là. Il se trouve qu'il y a quelque chose d'assez sympathique qui se passe, c'est que, étant donné l'optimalité de H, la condition d'optimalité du premier ordre me dit exactement que l'intégrale stochastique qui apparaissait, cette intégrale-là, enfin l'intégrale de Wiener, doit en fait être égale, à un facteur multiplicatif près, au premier terme dans le développement de Taylor asymptotique. Okay, donc finalement, j'ai juste quelque chose qui est juste fonction à peu de choses près de G1 et de G2. Et alors après, donc il y a une chose en plus, c'est que en fait, j'écris ce G2, j'ai envie de, en fait, je vais pouvoir me débarrasser des parties qui sont corrélées à G1. Donc bon, si vous voulez, je l'écris juste comme ça. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, je vais avoir cette intégrale-là, cette espérance-là, et le terme ici, comme je vais un gros exponentiel de moins G1 sur epsilon, pour que ce truc-là soit non négligeable, en gros, G1 va devoir être très petit. Ce qui veut dire que tous les termes, par exemple, j'ai un G1 ici, mais le terme en epsilon G1, en fait, je peux l'ignorer complètement. Okay, et donc garder uniquement la partie dans le développement à l'ordre 2 qui n'est pas corrélée avec, qui est indépendante de G1. Okay, donc finalement, ce que j'obtiens, c'est cette formule-là, quand j'ai fait mon développement asymptotique. Et alors là, donc ça peut encore se simplifier, bien sûr, puisque G1, c'est juste une gaussienne. Bon, il y a ce terme-là qui est potentiellement pas forcément hyper sympathique, mais si on l'ignore, si je le prends constant, j'ai juste une intégrale. Voilà, donc j'étais parti de quelque chose de vraiment en dimension infinie, une fonctionnelle en dimension infinie, ensuite en prenant l'espérance sous une mesure gaussienne, mais finalement, là, je me ramène à quelque chose qui est unidimensionnel, puisque G1, c'est juste une gaussienne, une gaussienne standard unidimensionnelle, et donc là, j'ai un calcul extrêmement élémentaire qui me permet d'obtenir les asymptotiques de cette chose-là. Voilà, et donc la seule chose qui reste, donc ça, c'est la formule qu'on obtient à la fin, c'est ça notre formule qu'on a dans notre résultat. La seule chose qui reste, c'est qu'on a l'espérance de exponentielle de delta 2, donc de ce terme quadratique qui apparaît dans le développement de Taylor. Et donc, c'est ça la partie la moins explicite de l'expression, c'était cette fonction grand A de x, c'est exactement l'espérance de l'exponentielle de delta 2. Okay. Voilà, donc juste donc une petite chose, c'est que donc A de x, donc l'espérance de l'exponentielle de delta 2, delta 2, c'est quelque chose qui est quadratique en une gaussienne, en gros, donc on prend l'exponentielle de carré de gaussienne, donc ce n'est pas forcément intégrable. Donc il y a un petit quelque chose à vérifier, c'est que cette espérance-là, elle est finie. Et donc ça, en fait, c'est une hypothèse, et ça s'interprète, encore une fois, ça c'est des choses qui remontent à Hasenkot, ça s'interprète comme le fait de dire que le minimiseur est non dégénéré. Okay, si vous voulez, on regarde ce problème de contrôle. La méthode de Laplace classique, c'est quoi? J'ai une intégrale de exponentielle moins une certaine fonction sur epsilon carré, et je fais le développement de Taylor à l'ordre 2, et au final, j'obtiens une intégrale gaussienne sous
quand même l'hypothèse que la dérivée seconde de cette fonction-là soit non nulle. Et ici, c'est quelque chose un peu similaire, c'est-à-dire que si je regarde la hessienne de la fonction que je minimise sur l'espace sur lequel je minimise, si cette hessienne est strictement positive, en fait, c'est équivalent à dire que cette intégrale-là, cette espérance-là est finie. Okay. Et bon, c'est pas une condition qui est hyper explicite, mais on peut au moins montrer que pour x assez petit, c'est vérifié. Voilà, donc encore une fois, donc, bon, en pratique, on a besoin de savoir à quoi correspondent ces fonctions, c'est ce qui apparaît dans le développement de Taylor. Donc comme j'ai dit, bon, c'est ça, on l'obtient un peu... voilà, on fait juste formellement, on différencie formellement dans les expressions qu'on obtient, ce qui nous donne immédiatement des formules pour, par exemple, G2, donc c'était le terme d'ordre 2 dans le développement de Taylor, et pour obtenir delta 2, bah, voilà, j'ai une formule du même genre, sauf qu'il faut que je remplace W par qui est quelque chose qui est indépendant de W, donc bon, c'est aussi plus ou moins explicite, bon, c'est des formules assez compliquées, mais c'est plus ou moins explicite. Okay. Et par contre, donc, les résultats numériques que j'ai présentés, donc, comme j'ai dit, ensuite on utilise le fait que pour x proche de 0, on est capable d'obtenir des développements asymptotiques en fait, en prenant des développements asymptotiques. En regardant les différentes conditions d'optimalité, on peut obtenir des développements asymptotiques pour le h optimal hx, et ce qui permet d'obtenir des développements asymptotiques pour lambda et pour grand A. Voilà. Donc quand il me reste un peu de temps... Ah oui, non, pardon, j'ai pas encore fini. Donc juste pour voilà, donc ça c'était juste l'idée formelle de la preuve, donc ce développement de Taylor stochastique. Il se trouve que dans la partie rigoureuse de la preuve, on utilise aussi l'approche Roth-Pass d'analyse stochastique. Donc l'idée de cette approche, c'est que, comme j'ai dit, en fait, si je regarde directement l'application noise solution, donc si vous voulez ici, c'est l'application W associe phi de W. Cette application-là, elle n'est pas très sympathique au sens où en fait, elle n'est même pas continue. Enfin, si je prends W comme faisant partie, je sais pas, d'un espace de Banach, par exemple les fonctions continues d'une certaine régularité, cette application-là, elle n'est jamais continue. Donc l'idée des Roth-Pass, c'est qu'en fait, on peut trouver un espace intermédiaire, qui est un espace non linéaire, mais un espace intermédiaire, à partir duquel cette application-là va maintenant être continue. Okay. Et donc, bon, voilà, donc, les structures de régularité donc, qui ont été développées par erreur pour les EDPS, c'est une généralisation de cette chose-là, donc qui est très générale. Et en fait, on avait montré qu'on peut se placer dans ce cadre-là pour ces modèles de volatilité stochastique rugueuse. Et bon, de façon très simple, hein, juste ici, ce qu'on a besoin de contrôler dans un certain sens, c'est les intégrales stochastiques de cette forme-là. Okay. Donc, bon, moralement, si on veut juste intégrale de f de W chapeau dW, il suffit d'avoir des bonnes normes Holder. Bon, c'est rien de surprenant, c'est juste des développements locaux. Il suffit d'avoir un bon contrôle sur les intégrales de W chapeau à toutes les puissances, enfin, un certain nombre de puissances fois dW. Okay. Et donc le gros avantage, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a vraiment un contrôle complètement déterministe sur toutes les quantités qui apparaissent. Et en particulier, donc ici, on a, pour faire ce développement de Taylor en epsilon W, dans les articles de Hasenkot, donc l'idée, c'est ce que j'ai présenté, mais ensuite, il y a toujours l'article de Hasenkot auquel je pense, donc il y a 5 pages où il présente le calcul formel, et ensuite il y a 15 pages où il justifie ça rigoureusement, et c'est assez compliqué parce que tout est probabiliste au sens où, si vous voulez, dans ce développement de Taylor de ordre 3, par exemple, c'est pas le reste est petit en fonction de epsilon, mais c'est la probabilité que le reste soit petit, sachant que, je sais pas, G1 est d'ordre un tel, c'est exponentiellement petit, etc. Enfin, c'est toujours des estimés probabilistes qui sont en fait assez compliqués. Et par contre, avec cette approche robuste, Roth-Pass, ça simplifie quand même assez, ça simplifie beaucoup les preuves en tout cas. Donc c'est pas un ajout au type, ça nous dit pas plus que, enfin ça nous dit pas ce que vont être les formules, puisque les formules en fait on peut les obtenir par un calcul formel, mais pour prouver rigoureusement ces formules, c'est un outil très utile. Et ça, c'est aussi en fait été quelque chose qui avait déjà été remarqué avant nous par des analystes stochastiques, enfin des probabilistes japonais. Donc Aida avait été le premier à remarquer ça, Inahama et ses collègues collaborateurs aussi. Donc on remarquait, donc évidemment dans le cas des Roth-Pass, mais même dans le cas des ODS classiques, cette approche-là a des avantages. Voilà, donc quand il me reste quelques minutes, voilà, donc ça conclut plus ou moins
la partie principale de l'exposé. Donc dans les quelques minutes qui restent, je veux donc revenir en fait sur la question de Pierre-Louis au début de l'exposé, qui est, donc j'ai toujours ce modèle, et donc là je me place dans le cas vraiment où j'ai une exponentielle ici, et la question c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intégrabilité de cette variable st. Okay, enfin, et en particulier, donc, une question par exemple, c'est quels sont les moments que peut avoir cette variable. En particulier, en fait, quelque chose dont j'avais écrit rapidement, mais c'est que l'asymptotique sur les valeurs de Cole, pour l'obtenir juste à partir des grandes déviations, donc le résultat principal, en fait, au moment, maintenant, on ne peut pas dire qu'il est valide pour ce modèle Ropch-Bergomi, oui, donc on ne peut pas dire, mais on aurait besoin d'avoir un peu plus d'informations sur les queues de cette distribution, en particulier, par exemple, quelque chose comme un moment d'ordre 1 existe, suffirait. Okay, mais juste le fait de savoir que c'est intégrable, ça ne suffit pas à passer de... Enfin, c'est assez logique. Hein. Ici, on a juste une information sur la probabilité que ST soit plus loin que K, mais là, on veut une information sur l'espérance de ST moins K+, donc il faut une information sur la queue de distribution de ST. Okay, donc voilà, donc en particulier, avoir un moment d'ordre strictement plus grand que 1 nous permettrait de passer de faire ce passage-là. Et bon, c'est aussi utile, bien sûr, par exemple, quand on fait du Monte Carlo, dire que l'erreur Monte Carlo est d'ordre 1 sur racine de n, c'est-à-dire appliquer le théorème central limite pour ça, pour appliquer le théorème central limite, il faut savoir que les choses qu'on considère ont une variance finie, et donc ça veut dire qu'il faudrait savoir que ici on a le moment d'ordre 2 qui est fini, et c'est pas forcément évident. C'est pas évident parce qu'ici on a quelque chose qui est log normal, okay, sigma, bon, pourquoi c'est pas évident? C'est parce qu'en fait on a quelque chose qui est... ce sera la même raison ici, mais... Voilà, donc une question reliée, qui est aussi reliée à l'intégrabilité du processus, c'est le processus, c'est toujours une surmartingale, puisque c'est une martingale locale, c'est une martingale locale positive, donc c'est toujours une surmartingale. Quand est-ce que c'est une vraie martingale? C'est-à-dire quand est-ce qu'on a, grosso modo, l'espérance de ST qui est égale à S0. Si c'est une martingale locale stricte, c'est-à-dire si l'espérance de ST est strictement plus petite que S0, ça veut dire que c'est un modèle dont en gros on ne peut pas se servir en pratique, parce que en pratique, on voudrait se dire, OK, je vais calculer des espérances sous ce modèle pour obtenir des prix, mais j'ai déjà l'espérance de ST est strictement plus petite que S0, ce qui veut dire que déjà pour pricer le stock, l'actif lui-même, ça ne donnerait pas le bon prix. Donc évidemment, on ne va pas s'en servir pour pricer des options exotiques. Donc on ne peut pas s'en servir si cette propriété de martingale n'est pas vérifiée. Il y a un critère classique pour dire que quelque chose est une martingale. Bon, il y a évidemment d'autres choses, mais il y a un critère classique qui est il faut que l'espérance de l'exponentielle de sigma au carré soit finie. Ici, en fait, c'est jamais satisfaite, puisque ici, sigma, c'est une fonction surlinéaire, même beaucoup surlinéaire, parce que c'est exponentielle, mais juste le fait qu'on ait une fonction surlinéaire d'une gaussienne, ici, W, c'est une gaussienne, donc en gros, pour que cette espérance-là soit finie, il faudrait que sigma soit croissance linéaire, et dès que ce n'est pas croissance linéaire, ce critère-là ne marche pas. Donc ça, c'est un problème qui a déjà été observé il y a longtemps, de façon classique dans le cas des modèles à volatilité stochastique classique, c'est-à-dire quand on a h égale 1,5. Donc si je prends le même modèle, et sauf qu'au lieu de prendre un brownien fractionnaire, je prends un brownien normal, standard, pardon. Dans ce cas-là, donc ce problème a été étudié par un certain nombre de chercheurs, dont en particulier Pierre-Louis avec Marek Musiela. Donc dans ce cas-là, le résultat, donc pour cette volatilité log normale, c'est que la question de martingalité, l'actif est une vraie martingale, si et seulement si la corrélation entre le brownien de l'actif et le brownien de la volatilité est négative. Donc dès que ρ est strictement positif, ça ne marche plus. Et pour ce qui est de l'existence des moments, en fait, ça c'est plus la corrélation est faible, plus elle est proche de -1, plus on a de moments. Voilà, donc à ρ égale à 0, on n'a aucun moment d'ordre strictement plus grand que 1. Mais ensuite, donc il y a une certaine relation qui me dit que plus ρ s'approche de -1, plus ma variable est intégrable et plus j'ai de moments. Donc dans ce contexte-là, j'ai obtenu un petit résultat sur l'extension de cette chose-là au modèle fractionnaire. Donc en fait, j'ai le problème de la martingalité, la réponse est la même. C'est-à-dire que dans le cas du modèle Ropch-Bergomi, c'est-à-dire toujours la volatilité log normale, mais avec volatilité fractionnaire, l'actif est une martingale si et seulement si la corrélation est négative.
Et alors par contre, bon, la question des moments, j'ai pas vraiment de réponse. J'ai juste une réponse, disons, pas très utile en pratique, mais bon, toujours bon à savoir, si vous voulez. J'ai une réponse négative, c'est-à-dire que je peux dire que dans les mêmes cas, voilà, dans le cas où la corrélation est trop proche de 0 par rapport au moment qu'on veut, le moment est infini. Okay, donc c'est les mêmes valeurs à peu près ici, enfin, modulo l'égalité ici, mais si m est strictement plus grand qu'une certaine valeur qui dépend de ρ, alors st puissance m est d'espérance et pas intégrable. Okay, voilà. Et donc, bon, voilà. Donc, évidemment, à partir de là, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est bon, potentiellement, c'est vrai, hein, on a tendance à penser que ça va être vrai, mais il manque quand même une pièce qui est de savoir qu'est-ce qui se passe ici si j'ai l'autre inégalité ici. Est-ce que j'ai bien la finité? Est-ce que ces moments-là sont finis? Voilà, et donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.